est attitré lors de notre venue au monde et est systématiquement demandé par les médecins lors des consultations. Durant nos premières années sur Terre, le carnet de santé a été instauré par une artiste normande ayant souffert d'une maladie tout au long de sa vie. Il s'agit de Louise Hervieux. C'est une destinée oubliée mais non pas moins exceptionnelle que je vous propose de redécouvrir à travers ce nouvel épisode d'Histoire de Normand. RCF, Histoire de Normand, Gauthier Lenôtre. Louise Hervieux est née le 26 octobre 1878 dans le département de l'Orne, à Alençon précisément. Dès sa naissance, elle fut atteinte de la syphilis congénitale, maladie transmise par sa mère pendant la grossesse. Il s'agit précisément de l'affection du fœtus par la bactérie Treponema pallidum, la même que dans la syphilis chez l'adulte, transmise cette fois-ci par voie transplacentaire. Cette infection a eu de lourdes conséquences tout au long de la vie de Louise, à tel point que son père la surnomma, je cite, « sang de navet ». Elle souffrit en effet de douleurs chroniques, de troubles de la vue, de la dentition et d'une grande fragilité physique. Preuve du supplice, les traitements alors prescrits tournaient souvent au calvaire par les conséquences imprévues qu'ils généraient sur ses organes alors déréglés. À cause de ces difficultés d'assimilation, son régime alimentaire fut des plus pauvres. Son corps restant une énigme pour la science, elle est apparue comme une sorte de cobaye entre les mains de ses médecins, comme elle l'exprima dans certaines de ses lettres. On lui fit même une ponction lombaire afin de déterminer si l'origine de ces troubles était bien syphilitique. Son enfance fut donc marquée par la maladie, et en raison de son état de santé fragile, elle fut peu scolarisée. Son parcours fut en somme atypique, sans doute pas aussi complet que la majeure partie des membres de sa génération. Elle dut passer de longues périodes alitées. Inspirée durant son temps libre par, je cite, le joli coup de crayon de son père, c'est durant son enfance qu'elle apprit à dessiner et développa très tôt une grande sensibilité artistique. Ses prédispositions l'ont d'ailleurs amenée à suivre des cours du soir de dessin dans la ville de Paris, capitale dans laquelle elle avait alors emménagé avec sa famille, des cours réservés aux jeunes filles, notamment dispensés rue Madame, dans le but d'acquérir un métier. Elle voulut travailler dans cet univers. Elle opta elle-même pour l'enseignement du dessin, mais aïe, faute de force physique nécessaire, elle dut renoncer à l'examen d'accès au professorat aux alentours de sa 20e année. C'est ainsi que Louise s'est consacrée très tôt à la peinture et à la gravure, d'un point de vue indépendant, en autodidacte, en particulier en suivant la technique de la lithographie. Et dès ses débuts, ses œuvres ont laissé transparaître un style singulier, peu commun, révélant la souffrance physique et morale de l'auteur, avec des rendus souvent sombres et incitant à l'introspective. La maîtrise de ses capacités graphiques dénote chez la jeune artiste en formation une puissante acuité visuelle qu'elle mit au service de son réalisme quasi vériste pour l'époque. Alors, il y a eu de nombreux travaux, de nombreuses œuvres qui ont été publiées au fur et à mesure avec des croquis de rue qu'elle exécutait au cours de ses promenades en omnibus ou dans les jardins publics. Il y eut aussi des personnages de son pays familial, tels que Bretteville-sur-Aisne, commune dans le Cotentin, où elle étudia le caractère de ses proches, aussi bien que des servantes ou des filles de ferme. Faut dire que la première exposition de 1910, où elle a présenté ses premiers travaux, eut un retour mitigé. Certains ont bien entendu été séduits par son style atypique, mais d'autres n'ont pas du tout accroché avec son univers. Donc ce fut un premier essai difficile, ce qui l'a conduit à réfléchir sur le sens qu'elle voulut donner à son œuvre artistique, et son état de santé a également été une source de réflexion pour elle. Quoi qu'il en soit, elle se mit à fréquenter les milieux artistiques et littéraires de l'époque, de la bonne société mondaine parisienne, rencontrant et côtoyant les hommes et les femmes qui, comme elle, aspiraient à se faire reconnaître pour leur art.
Et parmi les personnalités qui ont été séduites par son œuvre, son univers, sa manière de concevoir l'art, il y a eu des proches de Charles Baudelaire, ce qui lui a valu d'être une dessinatrice, illustratrice dirais-je même, des œuvres de cet artiste, de cet homme de lettres, notamment en illustrant l'ouvrage Les Fleurs du Mal ou encore le Spleen Paris de Charles Baudelaire, ainsi que le livre de Geneviève, le recueil de textes d'amis, écrivains ou artistes. C'est à partir des années 1920, forte de ses premières expériences, qu'elle se tourna également elle-même vers l'écriture en publiant plusieurs ouvrages à succès. Il y eut en 1921 l'ouvrage Entretien sur le dessin avec Geneviève. En 1924, L'âme du cirque. En 1927, Le bon vouloir, un livre illustré par elle-même avec de nombreuses illustrations en noir dans le texte et des héliogravures. Cette œuvre fut couronnée par l'Académie française du prix Fabien, récompensant les auteurs qui proposent, je cite l'institution elle-même, les moyens les plus justes, les plus efficaces, les plus pratiques pour améliorer la situation morale et matérielle de la classe la plus nombreuse. Cette œuvre a marqué un tournant dans sa carrière et elle a persisté dans cette voie-là, en plus de ses œuvres artistiques. Et il y eut surtout, en 1936, parmi toutes ses œuvres publiées, son roman majeur intitulé « 100 », premier signe de son aspiration à revoir la politique de santé publique du pays. Il s'agit en effet d'un ouvrage autobiographique très poignant, au sein duquel elle raconte sa lutte contre la maladie à travers le personnage principal nommé Mahaude, surnommé, je cite, « Sang de navet », ce qui n'est pas sans rappeler son histoire elle-même, bien entendu. Pour esquisser l'histoire, le roman suit plusieurs générations de paysans dans le Cotentin, tous affectés par une même maladie héréditaire, la vérole, c'est-à-dire la syphilis, qui marque leur corps et leur destin. Mahaude, comprenez ici Louise elle-même, vit dans la douleur, la fragilité, la honte sociale, le silence, et cherche dans sa vie à donner sens à cette souffrance, à la rendre visible, à lutter contre l'ignorance et la stigmatisation. Ce qui est frappant avec son texte, c'est qu'il ne se limite pas à une vision individuelle, bien au contraire, mais révèle une dimension sociale et militante de la Normande qui alerte sur les ravages de l'hérédité pathologique et sur la nécessité d'une prise en compte publique de ces maladies, notamment par la prévention et le suivi sanitaire. Provoquant émoi et ayant contribué à alimenter le débat public quant à la question sanitaire en France, en traitant d'une façon novatrice des thèmes comme la maladie héréditaire, la souffrance corporelle et la responsabilité sociale en matière de santé, ce livre fut lauréat du prix Femina la même année de sa publication, ici en 1936. Ce fut dès lors, pour Louise Hervieux, le début d'une formidable révolution sociale dans le pays grâce à elle. RCF, Histoire de Normand, Gauthier Lenôtre. Confortée dans son ambition, Louise Hervieux ne s'est alors plus contentée de témoigner. Elle devint dès lors une personnalité publique, que dis-je, une militante engagée dans la prévention des maladies héréditaires, en particulier la syphilis. Selon elle, sa malsanté, comme elle avait coutume de dire, aurait pu être évitée si un suivi médical régulier avait existé chez ses parents. C'est ainsi qu'en 1937, elle est à l'initiative d'une virulente offensive contre l'hypocrisie générale avec son pamphlet « Le crime ». Les mots sont violents, l'appel dénonce résolument le silence qui règne autour des questions de santé héréditaire, aussi bien dans les couples que dans les familles et dans la société, voire dans le corps médical. Elle s'insurge contre l'incurie des hommes politiques et démasque crûment le danger que représente pour le corps social cette situation qui, selon elle, si rien n'est fait, se reproduira indéfiniment. Elle attaque l'égoïsme des hommes et l'indifférence mondaine qui, sous couvert de convenance, laisse se propager la contamination. Son idée dès lors, instaurer le carnet de santé.
Sa détermination fut efficace. Directement après ce pamphlet, fut fondée l'association Louise Hervieux pour l'institution du carnet de santé. Selon elle, ce carnet devrait être obligatoire de la naissance à la mort, comportant les éléments d'hérédité sanitaire et, enfin, doit être copié et donné après sa mort aux descendants de son détenteur. Il y a une forme d'utopie dans la conception qu'elle s'en est faite, puisqu'elle imaginait ainsi que dans la cité future, selon ses propres mots, le carnet de santé serait présent en permanence sur chacun d'entre nous, qui par ailleurs bénéficierait d'une éducation sanitaire. Le but de Louise Hervieux est finalement atteint le 2 mai 1939, lorsque le ministre de la Santé publique, Marc Ruccard, signa un arrêté instituant le carnet de santé sans attendre le vote du Sénat. Une victoire de la Normande saluée par la presse nationale, le grand public et même le corps médical, reconnaissant à l'unanimité le rôle efficace de l'artiste dans sa création, son instauration. Elle se trouva néanmoins suspendue sous le régime de Vichy, alors que Louise Hervieux avait trouvé refuge à Longny-au-Perche dans l'Orne durant la guerre. Pourtant, des villes ont fait jouer leur liberté locale en décidant d'instituer tout de même le carnet de santé aux enfants. Ce fut le cas de la ville de Rouen, dont le maire informa Louise Hervieux par une lettre datée du 9 février 1942 que sa ville, je cite, « vient de décider que chaque enfant qui naîtrait à Rouen recevrait le carnet de santé dont vous êtes l'auteur. » C'est une belle reconnaissance à ce moment-là pour Louise Hervieux qui, durant la Seconde Guerre mondiale, vous l'avez compris, est rentrée en Normandie. Le régime de Vichy s'est montré moins accommodant vis-à-vis de son avancée. Et le fait que des maires comme celui de Rouen à l'époque, et il y en a eu d'autres, bien entendu, reconnaissent la primeur de son invention et perpétuent son héritage, est une belle marque de reconnaissance et de fierté pour la Normande. À la fin de la guerre, le carnet de santé fut définitivement rendu obligatoire lors de la Libération, confirmé comme tel le 19 décembre 1944 dans sa forme de 1939, celle de l'arrêté Ruccard, par François Billoux, ministre de la Santé publique du gouvernement du général de Gaulle. Ainsi, Louise Hervieux est un exemple rare d'artiste dont la souffrance personnelle a nourri un engagement citoyen profond. À la fois créatrice, écrivaine, dessinatrice, illustratrice et militante, elle a su transformer sa douleur en combat pour la santé publique. Le carnet de santé, aujourd'hui encore utilisé en France, reste l'un des héritages les plus tangibles de son action. C'est une histoire méconnue ou oubliée que j'ai voulu vous raconter aujourd'hui. Désormais, chers auditeurs, vous saurez.